Donc, bonjour à tous. Donc, on se retrouve ici pour faire la partie 2 de l'examen d'admission à l'École polytechnique de Bruxelles. Donc, dans ma précédente vidéo, j'avais déjà réalisé la première partie où j'ai traité le point A, où j'ai fait le point A, B, C, et maintenant je vais passer au point D, E, F. Donc, si vous êtes intéressé par la première partie, je vous conseille de consulter la vidéo précédente ou alors de rester avec moi parce qu'il n'y a pas vraiment un très grand lien entre ce que j'ai fait dans la première partie et ce que je compte faire maintenant. Donc, je vous laisse lire l'énoncé pendant quelques minutes. Vous pouvez mettre pause pour lire l'énoncé ou alors avancer avec moi. Je pense que vous avez lu l'énoncé, on peut avancer. Donc, ici à gauche, je vais juste rappeler la question. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je dois trouver les points de symétrie Q', 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 par rapport du point P, par rapport à la droite D', D', et D'. D'un point de symétrie, c'est juste un point équidistant de l'autre côté de la droite par rapport à un autre point. Donc je passe un point P, je regarde de l'autre côté de la droite, la distance entre le point Q et la droite d'être égale à la distance entre la droite et le point P. C'est ça qu'on appelle un point équidistant. J'avais déjà déterminé le point Q pour la droite D et je vais faire pareil pour les autres droites D', D', et D'. Donc ici je rappelle les droites. Donc j'avais la droite D, Y à X et Z égale à B. Donc c'est une droite dans l'espace à 3 dimensions. D' qui vaut Y à X et Z qui vaut moins B. D' qui vaut Y moins à X et D'. Donc ici, je vais vous rappeler le point de symétrie de la droite D que j'avais déjà déterminé au point C. Parce qu'ici, on me demande de repartir de la solution déterminée au point C. Donc, je vais faire ça ici. Donc, je sais que le point Q, le point de symétrie du point P par rapport à la droite D, valait ça. À la fin, je constate que je peux définir en fait chaque coordonnée comme une fonction f qui dépend en x, je peux définir ça comme une fonction f qui dépend du paramètre a. X et P, parce que A c'est un paramètre. XP, YP, c'est les coordonnées du point P, mais je peux voir ça comme des paramètres. Je fais pareil pour la coordonnée en Y, je définis ça comme une fonction de AX, XP et YP. Et je fais pareil pour ZQ, je définis ça comme une fonction du paramètre H, une fonction avec comme paramètre B, ZB. Donc par la suite, si j'analyse bien les équations des différentes droites, je peux constater que par exemple la droite D', c'est identique à la droite D, à l'exception du fait que j'ai changé le paramètre B en moins B. Si je regarde la droite D', c'est identique à la droite D, à l'exception du fait que j'ai changé A en moins A. Et si je regarde la droite D', c'est identique à la droite D, à l'exception du fait que j'ai changé A et B par moins A et moins B. Donc, petit résumé de ça, c'est d'A'B dans la droite D' qui est une fonction de A et B, donc il dépend des paramètres A et B, est identique à la droite D, sauf que je dois changer B en moins B. La droite D', est identique à la droite D, sauf que je dois changer A par moins A. Et la droite D', est identique à la droite D, sauf que je dois changer A et B en moins A et moins B. On voit qu'ici, j'ai les mêmes droites, mais avec des paramètres différents. Donc, ici, je dois calculer des points de symétrie par rapport à une droite, sachant que le point P, on prend toujours le point P, mais on change les droites. On vient de voir que la nature des droites n'a pas changé, c'est toujours des droites avec des mêmes coefficients à un signe près. Donc, ça veut dire qu'ici, je peux juste reprendre le point Q que j'ai calculé pour la droite D et tout simplement me dire, en fait, qu'est-ce qui se passe si je change les paramètres. Donc, en algèbre, changer des paramètres à un signe près ne risque pas de fortement changer la solution. Parce qu'ici, c'est toujours des droites avec la même nature, juste qu'on change les paramètres. Et je peux m'amuser ici à reprendre le même point Q pour la droite D et changer juste les paramètres pour retrouver le point Q pour la droite D', D', et D'. Et je vais faire ça tout de suite. Donc, je vais dire que le point de symétrie du point P pour la droite D',
C'est exactement le même point que pour la droite D, juste que je change B par moins B. On va voir que la coordonnée en X ne dépendait pas de B, donc ça ne change pas. En Y, ça ne dépendait pas de B, donc ça ne change pas. Et en Z, ça dépendait de B, donc je change le B en moins B. Du coup, je rajoute un moins ici devant. Et c'est tout. Là, j'ai terminé avec pour Q'. Pareil pour Q'', je dois changer cette fois-ci A en moins A. Donc ici, je change A en moins A et B reste constant. Et tu peux bien voir dans l'équation que A au carré, si je change A en moins A au carré, ça ne change pas. 2A devient moins 2A dans la coordonnée en X. Dans la coordonnée en Y, 2A devient moins 2A. Et si A au carré, ça ne change pas, c'est invariant par rapport au changement des signes. Pareil pour le dénominateur. Et la coordonnée en Z ne change pas. En fait, la coordonnée en Z, j'ai même fait une faute. J'ai copié-collé. Si c'est plus, bon, faire attention. Plus, ça ne change pas. Les bien existent, ça n'a pas changé. Donc, je passe maintenant à Q''. Pour Q'', je dois changer A et B. Donc, je passe de moins A et moins B. On voit qu'ici, c'est moins. Dans la coordonnée en X, je mets un moins devant le 2A. Dans la coordonnée en Y, je mets un moins devant le 2A. Et dans la coordonnée en B, je mets le moins devant le 2B. Donc, on voit qu'ici, globalement, j'ai pu récupérer les points de symétrie de la droite D, D', en changeant uniquement les paramètres de point Q pour la droite D. Maintenant, je vais passer à la question E. Pour la question E, on me demande de démontrer que les points Q', Q', et Q'' sont copolaires. Donc, je te demande ici de vraiment prendre note ou prendre conscience du rappel théorique que je compte faire. À la limite, tu peux même prendre note uniquement de ce que je vais te présenter ici, parce que c'est vraiment le cœur de cet exercice. La mise en pratique, pour moi, n'est pas toujours la plus importante, mais la connaissance de la théorie est beaucoup plus importante pour moi que la compréhension de la pratique. Parce qu'avec la théorie, tu sais faire de la pratique de façon générale. Tu sais aborder plusieurs types de problèmes. Avec la pratique, tu sais aborder uniquement le problème que tu as traité. Et il faut vraiment être très, très intelligent pour pouvoir extrapoler d'un exercice à l'autre. Mais c'est beaucoup plus facile de comprendre la théorie et de faire d'autres exercices plutôt que de comprendre un exercice et de faire d'autres exercices différents. Après, ça peut dépendre des personnes. Moi, généralement, ça marche comme ça chez moi. Je comprends beaucoup mieux la pratique, beaucoup mieux la théorie pour aborder la pratique. J'ai du mal à comprendre la pratique et aborder la pratique avec ça. Donc, je vais passer. Bon, comme petit rappel, je vais dire soit 4 points dans l'espace. Non, je ne traite pas encore les points Q, Q', etc. Donc, je prends soit 4 points dans l'espace, A, B, C, D. J'essaie de voir comment est-ce que je peux définir le fait que 4 points sont copulaires dans l'espace. Donc, je veux dire, si les 3 points sont alignés, le 4e point, les 4 points sont nécessairement dans le copolaire. Donc, si j'ai 3 points alignés, le 4e point, forcément, se trouve dans le même plan que les 3 autres points. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Donc, si par exemple, je prends le point A, j'aligne A, B, C sur une ligne et je définis un point quelconque. Donc, vous pouvez voir clairement qu'ici, je peux rajouter un plan dans cette configuration. Ça veut dire que A, B, C, D, s'ils sont alignés, je prends un point D quelconque, ils vont toujours faire partir d'un plan. En fait, une façon simple et rapide de voir ça, c'est un point, 2 points, deux points sont toujours copolaires. Mais comme ici tu as 3 points, l'idée c'est de pouvoir revenir à un système à 2 points, dans un système à 2 coordonnées, ou même un système à 2 lignes. Pour faire ça, tu dois fixer A, B, C, D sur une ligne et fixer D quelque part dans l'espace. Et du coup, à chaque fois, ils vont entrer dans un point. Parce que 2 points dans l'espace sont copolaires. Mais en fait, ces 2 lignes dans l'espace sont copolaires. Donc ici, l'idée, c'est de pouvoir définir une ligne ici et une ligne pour la droite D que vous pouvez imaginer dans votre esprit. Et si tu as 2 lignes sont tout le temps copolaires parce que tu peux former un plan avec 2 lignes. On forme un plan avec soit 3 points, soit 2 droites, ou soit 2 vecteurs. Ça, c'est la définition d'un plan. Pour avoir un plan, tu dois avoir 2 vecteurs minimum.
ou alors 3 points. Là, ici, l'idée, c'est de pouvoir fixer les 3 ABCD sur un vecteur et de fixer D sur un autre vecteur. Ici, c'est pouvoir définir un plan commun, parce qu'avec chaque 2 points, tu peux définir plusieurs plans. Mais l'idée, c'est d'avoir un seul plan pour les 3 points. Et si je peux définir un autre plan, je peux prendre un plan qui sort, je peux prendre le point D, je le place quelconque, et ça peut toujours sortir du plan de l'écran. Donc ici, pour moi, le véritable problème de la géométrie, c'est le fait qu'on travaille dans un plan en 2 dimensions, donc sur mon écran ou sur ta feuille. Mais la plupart du temps, on essaie d'expliquer des géométries ou des raisonnements en 3 dimensions. Il faut bien prendre conscience que 2 fois, ça peut être compliqué de toujours tout démontrer en 3D. Je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des représentations 3D sur une feuille en 2D. Moi, j'ai horreur de ça. Moi, je préfère toujours rester dans l'optique de la 2D et de te faire visualiser la 3D plutôt que de te dessiner un truc en 3D dans une feuille en 2D. Moi, je n'ai pas toujours adhéré à ça. Pour moi, ça me semble très incohérent parce que tu peux facilement détecter des erreurs de raisonnement avec ça. Donc, toujours traiter dans le cas 2D et visualiser la généralisation en 3D. Donc, te dire que ce plan, tu aurais pu définir un plan qui sort vers toi. Tu aurais pu définir un plan qui est latéral à ton PC. Tu aurais pu définir un plan même diagonal, peu importe où D se place. Place le D où tu veux dans l'espace. Tu pourras toujours former un plan avec ABC aligné et D dans n'importe quelle direction dans l'espace. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ABC ne sont pas alignés? Là, c'est bien compliqué. Donc, j'ai 3 points qui ne sont pas alignés. Mais je sais qu'avec 3 points, je peux tout le temps former un plan. Donc, je te l'ai rappelé tout à l'heure. Pour définir une équation d'un plan, on a besoin de 3 points. Donc, avec ABC, je peux former un plan pi. Qu'est-ce qui se passe avec ce plan pi? Si le point D appartient à ce plan pi, alors il existe des paramètres lambda, mu, qui appartiennent à R, tels que le vecteur AD est égal à lambda fois AB plus mu fois AC. En d'autres termes, je peux décomposer le vecteur AD dans les composantes AB et AC avec des coefficients bien pondérés. A priori, pour toi, ça ne veut rien dire, mais prenons ça visuellement. Donc, imaginons que j'ai un point A. Je prends un point B quelconque et je peux former un vecteur AB. Je prends un autre point C, pas forcément aligné avec AB. Je peux former un vecteur AC. Je prends un quatrième point D qui n'est pas forcément aligné. Je peux former un vecteur AD. Ici, en géométrie, qui est un théorème tellement important, c'est que si tu as 4 points qui sont dans un plan, tu peux toujours décomposer un vecteur en 2 autres vecteurs. Toujours, si tu es dans un plan en 2D. Un vecteur peut toujours être décomposé parce que tu vois que pour arriver à AD, tu vois que AD peut prendre des composantes ici comme AC et AB. Ça peut te rappeler un peu le théorème du parallélogramme ou même tout simplement si A et B étaient ce qu'on appelle en maths des bases orthonormées. Tu aurais même pu appliquer le théorème de Pythagore, un truc comme ça, ou la décomposition vectorielle. Donc ça, c'est vraiment de façon générale. Le théorème du parallélogramme, on a 1, lambda et mu valent 1. Mais de façon générale, tu peux toujours décomposer un vecteur en 2 autres vecteurs sous cette forme-ci. Si ils appartiennent au même plan ou s'ils sont dans un plan. Un vecteur peut être décomposé en 2 autres vecteurs, toujours. C'est toujours vrai. C'est vraiment un théorème qui m'a assez surpris, mais j'ai vu ça même plus tard dans mes études à l'université en géométrie et tout. Ça revient énormément quand tu vas apprendre à voir c'est quoi des bases, c'est quoi des espaces vectoriels et tout ça, tu vas comprendre le sens de ça plus tard, peut-être. Mais tu peux juste mémoriser ça comme théorème. Donc, appliquons ça à notre cas. Et là, comme je dis, ça, on peut créer un plan entre tout ça. Donc, s'ils sont dans cette configuration, je peux insérer un plan entre eux. Ils vont tous appartenir à un plan. Donc, vérifions un peu tout ça. Donc, ici, je vais rappeler les points de symétrie et je vais définir ça comme je vais faire des variables généralisées. Je sais que la coordonnée en X est une fonction de A, XP et YP. Je vais juste mettre ça de côté. Le point Q est une fonction de A. La coordonnée en X est une fonction de A, en Y une fonction de A, en Z une fonction de B. Tandis que Q', la coordonnée en X est une fonction de A, Y une fonction de A, mais la coordonnée en Z est une fonction de moins B. Et cette fonction, c'est FGH. Pour Q', la coordonnée en X est une fonction de moins A, en Y moins A,
et en Z, HB. Et Q'' est une fonction de X, la coordonnée en X est une fonction de moins A, Y moins A et Z, B. Donc ici, je dois tester ça. Donc a priori, en réalité, tu ne sais pas à l'avance qu'est-ce que tu dois choisir d'être comme ton A, d'être comme ton B, d'être comme ton C ou d'être comme ton D. Donc je veux te rassurer, c'est que il n'y a pas de choix spécifique, il n'y a pas de choix préférentiel. Moi, je t'ai parlé de A, B, C, D quelconque, donc il n'y a pas de raison pour que ça soit ton A, ou ça soit ton A, ou ça soit ton A, ou ça soit ton A. Peu importe ce que tu choisis pour faire ta combinaison, ça va marcher, mais tu n'auras pas les mêmes pondérations à chaque fois. Donc, selon le A, B, C, D que tu choisis, tu auras des lambda et mu différents. Mais ici, par chance, parce que moi j'ai fait ça plusieurs fois à l'avance, et je connaissais déjà la solution, je sais qu'est-ce qu'il faut prendre pour faire le calcul le plus simple. Par raisonnement, tu peux essayer toi-même d'identifier ça, en fait, en essayant de faire des calculs qui vont faire apparaître le plus possible des zéros. Donc, par exemple, je vois que si je fais, je ne sais pas, mais si je fais Q moins Q', je vois qu'en faisant ça, j'élimine la coordonnée en Z, par exemple. Ça m'intéresse bien. Je vois que si je fais, par exemple, je ne sais pas, Q', avec Q', j'ai la coordonnée en X et en Y qui vont se simplifier. Enfin, c'est vraiment des trucs qui peuvent te guider vers le bon choix. Mais si moi, j'ai décidé de tester Q', est-ce que c'est égal à Q' plus Q'. Donc ici, les coefficients vont être 1 parce que c'était ça l'avant. Mais j'aurais dû mettre lambda et mu ici et te montrer que lambda et mu valent 1 dans le cas que j'ai choisi. Mais malheureusement pour moi, je savais à l'avance que ça valait 1. On va tester réellement ça. Donc testons la coordonnée en X. Je dois calculer le vecteur Q'. Donc je prends la coordonnée en Q', en X. Je fais ça, F de moins A moins F de A. J'obtiens F de moins A moins F de A. Ensuite, Q'. F de A moins F de A, 0. Ensuite, Q'. Q, F de A moins F de A, F de A. Donc, membre de gauche égale à membre de droite. Égalité en X est respectée. C'est pas terminé, on regarde en Y. Donc, Q', G de A moins G de A. G de moins A moins G de A. De l'autre côté, G de A moins G de A, 0. Et en Z, et 0. Et G de moins A moins G de A. Donc l'égalité en Y est respectée. Je continue en Z. HB en Z c'est... Et si il y a... si j'ai pas bien défini ici c'est moins B. Parce que le dernier on mettait tout avec moins. Donc c'est H de moins B moins H de B. Ensuite, je regarde Q', H de moins B moins H de B. Et je regarde Q' ici, H de B moins H de B, 0. Donc je vois qu'en X c'est bon, en Y c'est bon, et en Z c'est bon. Donc l'égalité est respectée. Donc je vois qu'à la fin, j'ai le théorème du parallélogramme qui est respecté. Donc les 4 points en réalité forment un parallélogramme. Parce que ça, c'est la relation de décomposition pour un parallélogramme. Si tu t'en rappelles, tu dessines un parallélogramme, ce principe va être respecté. Ça, on voit ça en secondaire, donc je te laisse faire ça à la main si tu veux. Tu aurais pu prendre différentes combinaisons. Je pense que tu vas toujours retomber avec le fait que le théorème du parallélogramme est respecté, parce qu'à la fin, tu as un parallélogramme. Donc, Q', sont copolaires et forment un parallélogramme. Donc ça, c'est rectangle. Un parallélogramme, c'est pas ça, c'est avec les côtés qui sont en diagonale. En passant au dernier point, le point F. Établissez une équation cartésienne contenant les points Q'. Une équation cartésienne du plan. Quelles conditions doivent vérifier les coordonnées XP, YP du point P pour qu'un tel plan soit unique? Donc ici, c'est vraiment une question qui est assez longue. Je vais juste te guider. Je vais te demander juste de définir l'équation d'un plan avec la définition du vecteur normal. Donc, je ne sais pas si tu vois c'est quoi un vecteur normal. Je te laisse faire les recherches. Si tu as des questions, tu peux me
tu peux me les poser par mail. Donc, c'est un challenge. Et si tu trouves la réponse, tu peux m'envoyer la réponse par mail. Et je vais peut-être corriger et annoncer peut-être à la fin de la vidéo qui est le gagnant. Ou qui a trouvé la bonne réponse. Alors même les 5 personnes qui ont la bonne réponse. Donc, mon adresse mail est normalement dans la description ou même dans la description de mon site ou même dans la description de la vidéo, je vais rajouter ça. Donc, n'hésite pas à faire cette question. Si tu trouves ça difficile, tu peux me le dire en commentaire. Et peut-être durant une courte vidéo où je vais proposer les meilleures solutions. Donc, je vais comparer vos solutions en live, mais c'est de façon anonyme si vous voulez ou de façon publique si ça vous intéresse. Mais ça va être un challenge de faire la question F. L'énoncé se trouve aussi dans la description. C'est l'examen d'admission à l'école polytechnique de Bruxelles de septembre 2019, si je me trompe pas. Mais je vais bien préciser encore l'énoncé dans la description au cas où. Donc, n'hésite pas de faire ça et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as pu atteindre pratiquement la 20e minute, ça fait long, hein, 21 maintenant. Donc, n'hésite pas de commenter, liker et de t'abonner. Ou juste de t'abonner, c'est largement suffisant. Pas besoin forcément de commenter. Donc, c'était Djibril. On se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!